On accueille toujours autant de monde. D'ailleurs, merci d'être là ce soir. Et on attache toujours une importance au contenu de nos événements. L'idée, c'est que vous appreniez. Et donc ce soir, l'objectif, c'est de vous expliquer qu'on ne peut plus complètement faire du marketing classique et qu'on est obligé de personnaliser son contenu pour pouvoir faire de l'acquisition client. Alors, Fanny va vous en parler bien mieux que moi parce qu'elle est spécialiste. Sachez que c'est une conviction profonde. Vous ne pouvez plus adresser complètement en masse, et d'ailleurs ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux, ce que vous pouvez lire sur les influenceurs, etc., vont vous permettre de vous dire que concrètement, à partir d'aujourd'hui, ceux qui sauront cibler quelle communication pour quelle personne individuelle gagneront très probablement le marché de demain. J'ai fait une introduction. Fanny, au top. Ouais, je te laisse prendre la parole. N'hésitez pas à la fin à poser des questions. Et puis je vous rappelle qu'ensuite, parce qu'on est quand même au Finistère, et qu'on n'est pas à Paris, on vous attend ensuite en haut, au village, pour partager un verre d'amitié, comme on dit. Et puis évidemment, l'objectif, c'est surtout de se mettre à jour des uns et des autres et potentiellement de créer des relations nouvelles. Merci beaucoup, Fanny, d'être là. Bonsoir à tous. Alors je ne vous vois pas tous hyper bien parce que j'ai le projo un petit peu dans la tête, donc si des fois j'ai l'air un peu comme ça, c'est pas que je suis pas réveillée, c'est juste que j'ai le projo dans l'œil. Alors, inbound marketing, are you ready? Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent ce que c'est que l'inbound marketing, déjà pour commencer? Vous avez le droit de lever la main si vous savez. Ok, du coup, ça va être une vraie initiation. Alors pourquoi je vous dis are you ready? Parce que moi, en fait, je ne l'étais pas. Et je ne l'étais pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pas pour vous faire ma vie, mon œuvre, mais pour vous mettre un petit peu de contexte. Donc je m'appelle Fanny Bourdon-Barre. J'ai 28 ans, oui c'est ça, c'est ça, j'ai 28 ans. Je suis directrice marketing et communication pour une start-up qui s'appelle Wizali. Donc c'est une start-up dans la tech pour être précise. C'est-à-dire qu'on a une solution qui nous permet de venir en concurrence des algorithmes Google sur toute la partie attribution. Alors qu'est-ce que c'est que l'attribution? Quand vous cherchez, vous par exemple, à acheter un canapé, vous voulez un canapé, je sais pas, bleu pour aller avec les murs de votre salon, vous tapez canapé bleu sur Google, et là vous allez avoir des publicités AdWords pour Conforama, Roche-Beaubois, Ikea, etc. Et puis en dessous vous allez avoir le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Vous allez entrer sur la partie SEO, vous allez arriver sur le site de Conforama, vous allez vous promener, vous allez voir un canapé qui vous plaît bien, et puis bon, vous allez décider de ne pas l'acheter tout de suite, vous voulez réfléchir. Comme par hasard, le canapé que vous avez vu va clignoter en publicité sur tous les sites que vous allez visiter pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis du coup il va vous trotter dans la tête parce que vous l'aimiez bien, etc. Bon, vous allez aller chez Conforama, vous allez vous asseoir dessus, vous dire qu'en fait il est vraiment pas mal ce canapé, etc. Et puis vous allez rentrer chez vous, réfléchir encore un peu, puis retaper canapé bleu sur Google, et cette fois vous allez rentrer par une publicité AdWords et acheter votre canapé. Google, par défaut, quand vous êtes sur Google Analytics, il va considérer que la dernière action qui a été faite avant l'achat, c'est-à-dire le clic sur la pub, c'est l'action qui a provoqué l'achat, et donc c'est l'action auquel il faut attribuer le ROI. Donc 100% du ROI du canapé sur la pub. Sauf qu'en réalité, si vous n'aviez pas eu vos pubs en display, si vous n'aviez pas eu le référencement naturel, si vous n'aviez pas pu essayer votre canapé et poser vos fesses dessus en magasin, peut-être que vous ne l'auriez pas acheté ce canapé. Et donc ce que Wizali fait, c'est réattribuer de manière juste un pourcentage d'attribution sur tout le long du parcours. Voilà. Donc c'est hyper spécifique, c'est pour ça que je vous raconte ça. Vous voyez que c'est vraiment un segment hyper particulier. On s'adresse à des boîtes qui doivent avoir beaucoup de données, donc à peu près 800 000 € de spend média, donc de budget média publicitaire par an. Et quand je suis arrivée chez Wizali il y a 6 mois, il y avait un logo, 2 polices, enfin oui, 2 types de polices différentes, 2 couleurs et un site web. Et on m'a dit, voilà, on a une levée de fonds en préparation, il faut que le marché sache qu'on est les meilleurs, et c'est parti mon kiki. Et alors, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais comment je suis arrivée là? Au départ, j'ai fait des études de lettres. Je me destinais à faire de la communication dans la culture. J'ai hyper vite déchanté. J'ai fait ma prépa lettres, après j'ai fait mon master de communication dédié à la culture. Je me suis rendu compte que ça allait être extrêmement compliqué et que même si j'étais passionnée, finalement je l'étais peut-être pas tant que ça, en tout cas pas assez pour que ça marche. Et je suis tombée dans le monde de l'e-sport. L'e-sport, c'est les compétitions de jeux vidéo. Voilà. Donc j'ai managé
des équipes professionnelles de jeux vidéo. Ça veut dire que j'étais derrière les mecs à hurler sur scène et que j'ai fait des championnats d'Europe, du monde, de Counter-Strike, Call of Duty, FIFA, etc., Team Fortress 2, Battlefield, voilà. Donc j'ai fait ça, mon début de carrière, ça a été de faire ça, de coacher derrière, etc., et d'hurler à une époque où ça générait pas autant de cash qu'aujourd'hui, mais où c'était quand même pas mal. Donc pas grand chose à voir avec la médiation culturelle. Et puis en faisant ça, à côté de ça, je m'occupais de la structure, du marketing et de la communication de cette structure-là, et qui gérait donc ces différentes équipes. Il faut dire que c'est exactement comme un club de foot, et vous avez des joueurs, et puis après vous avez les mêmes métiers qui sont autour. Et puis du coup, la com, plus la com d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de market, mais la com ça me plaisait pas mal, etc. Et donc je suis rentrée dans une agence de com événementielle spécialisée jeux vidéo. Donc là, je me suis occupée de faire des événements, des stands, etc. pour EA, pour Sony, pour Ubisoft. Et puis c'était pas mal, et puis cette agence-là a fermé. J'ai fait un bref passage de 6 mois dans une autre agence spécialisée B2B, mais toujours sur la partie événementielle communication. Et là je suis arrivée chez Conviction RH. Donc Conviction RH c'était quoi? C'était un cabinet transformation, change, orga. Donc autant vous dire que cabinet de conseil, transfo, change, orga, jeux vidéo. C'était pas du tout la même chose, c'était pas les mêmes interlocuteurs, c'était pas du tout pareil. Et surtout, j'avais une problématique qui était que ce job il me challengeait parce qu'il y avait à peu près 80% de la fiche de poste que je ne savais pas faire. Et du coup, je me disais que c'était hyper cool parce que j'allais apprendre plein de trucs. Mais c'était responsable marketing et communication. Et moi, ce qui me plaisait, c'était la com. Parce que pour moi, le marketing, c'était faire des packshots pour vendre du jambon Herta dans le catalogue Leclerc. Et du coup, je trouvais ça un peu moche, je trouvais ça pas très noble. Faut pas oublier que je voulais faire la culture. Et donc, du coup j'avais un énorme a priori de me dire ouais, mais marketing, non, c'est moche, c'est les gens qui sont racoleurs, etc. Moi, je veux pas faire ça. Moi, je vais faire de la com, et de toute façon, je vais rentrer là-dedans, et puis je vais faire de la com, et bon, ils se rendront pas trop compte, mais je vais surtout faire de la com. Erreur. Énorme erreur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement je ne fasse pas tant de com que ça et que je fasse du marketing? Et bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une rencontre justement avec l'inbound marketing. Mon premier jour dans cette entreprise, Conviction RH, qui a eu la folie de justement m'embaucher alors qu'il y avait 80% de leur fiche de poste que je ne savais pas faire, mais qui a cru dans une forme de rencontre humaine. Mon premier jour, ils m'ont dit, écoute, on a un truc là, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais en gros, ils nous permettent de monitorer un peu nos contenus, etc. Ça s'appelle EasyLead. Et donc EasyLead, c'était une start-up qui avant avait un CRM, qui s'appelait EasyCRM, qui avait EasyWare, qui est un logiciel toujours de relations clients. Et puis donc on m'a dit, bah voilà, EasyLead, c'est pour gérer les contenus, regarde si c'est pertinent ou pas. De toute façon, on a 1 an de test avec eux, et puis si ça ne nous plaît pas, bon, on arrête, il n'y a pas de débat, voilà. C'était mon tout premier jour. Je suis rentrée dans cette salle de réunion, je me suis retrouvée face à 3 personnes qui étaient les associés d'EasyLead, ce qui s'appelle aujourd'hui Pledzi, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle une solution d'inbound marketing et marketing automation. Et ils m'ont dit, bon bah très bien, on va parler d'inbound marketing. J'ai fait oui, bien sûr. Et en fait, pendant la réunion, j'ai tapé inbound marketing sur Google. Voilà le niveau où j'en étais. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Le marketing, comme je disais, pour moi, c'était pas du tout noble. Et du coup, j'ai tapé inbound marketing. Et pendant cette réunion, il s'est passé un truc. L'équipe que j'avais en face de moi de cette boîte qui s'appelle Pledzi était absolument extraordinaire. C'était des gens qui étaient passionnés, qui donnaient envie de faire du marketing. Je me disais que c'était quand même dur de donner envie de faire du marketing. Qui donnaient envie de faire du marketing, et surtout, tout ce qu'ils me racontaient, la façon dont ils me présentaient les choses, je trouvais que ça faisait sens. Ils me racontaient une histoire, ils avaient leur outil qui était encore en bêta, et ils me racontaient une histoire, et je suis sortie de cette réunion en me disant, le marketing, c'est de la balle. Et donc j'espère, alors peut-être que vous n'avez pas du tout l'a priori que moi j'avais sur le marketing, mais j'espère que quand vous allez sortir de cette... je ne check pas mon portable, je check l'heure. Pour information, je ne vérifie pas mes textos. Quand vous allez sortir de cette conf, vous allez avoir le même enthousiasme que moi, et c'est ce que je vais essayer de vous pousser ce soir, pour ce que c'est que l'inbound marketing. Alors mes yeux se sont, ça y est, adaptés au spot, du coup je vous vois. N'attendez pas la fin si vous avez des questions, si vous voulez interagir. Je trouve que cet exercice est très solennel. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez envie. C'est que quand vous sortiez de là, vous ayez plein d'idées.
vous ayez plein d'envie par rapport à l'inbound marketing, par rapport à vos boîtes, par rapport à vos projets, vous ayez envie de continuer l'échange avec moi, pas avec moi, avec d'autres, etc. Mais que vous ayez envie. Du coup, si une question vous vient pendant, alors évidemment, ne me coupez pas en plein milieu de ma slide, mais faites-moi signe, je vous vois, et on enchaîne et on présente ça comme étant on déroule ça en tout cas comme étant une vraie discussion. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc j'ai fait 3 ans, 3 ans et demi chez Conviction RH. Et on avait, c'est pour vous dire à quel point l'inbound marketing marche, je vous en parlerai un peu plus tard. Quand je suis rentrée chez eux, c'était donc un cabinet de conseil qui avait à peu près 65-70 personnes, qui faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année, donc c'était une belle boîte, et qui avait l'ambition folle, mais vraiment c'était une ambition folle, que donc en 5 ans, donc entre 2015 et 2020, ils allaient passer à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et doubler leurs effectifs. Et ça paraissait fou. C'était vraiment, c'est quand je suis rentrée, ils ont présenté ce point-là en disant on va tout donner, on va essayer d'y arriver, mais c'est dingue. Et en fait, cet objectif-là, eh ben, il a été atteint en 3 ans. C'est-à-dire que les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et le double des effectifs, c'est fait en 3 ans. Alors pas que grâce à l'inbound marketing, mais ça a joué. Et c'est pour vous dire que ça marche vraiment. Je ne suis pas en train juste de vous parler de quelque chose de théorique. Je vais juste, excusez-moi, rebrancher, débrancher parce que il ne me présente pas du tout la fraise comme il faudrait. Hop, je n'ai plus mes commentaires, pardon. Voilà, c'est bon. Hop, du coup. Alors, qu'est-ce que l'inbound marketing ? L'agence 1 minute 30, qui était la première agence à importer le concept en France, dit que c'est devenir son propre média et convertir son audience en client. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le marketing tel qu'on le connaît, tel que moi je l'imaginais de manière extrêmement négative, il est finalement hyper agressif. Et la problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement exposé à des publicités de tous les côtés que ça devient extrêmement compliqué de s'en sortir. Et on sait très bien, nous, en tant que consommateurs, que si le nombre de publicités a complètement explosé, que notre exposition a explosé, notre attention, par contre, elle n'a pas explosé. Elle reste humaine, elle reste la même. Et donc, du coup, il y a un vrai sujet, en tant que ce que j'appelle annonceur, en tant qu'entreprise, etc., d'arriver à capter l'attention de ses prospects, l'attention de ses clients, et pour ça, le faire comme on l'a fait pendant des années, c'est-à-dire de manière hyper insistante, en spammant et sans personnalisation, ça ne marche pas très bien. Je vous donne un exemple. Vous êtes une parapharmacie, vous avez une carte de fidélité qui fait que vous récupérez l'adresse email de vos clients. Vous décidez de shooter à toute votre base. À chaque fois qu'il se passe un truc, vous shootez à toute votre base. Donc là, vous avez une super promo sur, je sais pas, les couches pour bébé. Et vous shootez à toute votre base. Ça veut dire que la femme de 55 ans qui a plus d'enfants en bas âge, mais qui n'est pas encore grand-mère, et qui vient chez vous pour acheter essentiellement sa crème anti-rides, par exemple, elle va recevoir la pub pour les couches pour bébé. Donc ça ne l'intéresse absolument pas. Les chances qu'elle clique sur se désabonner de votre newsletter sont hyper grandes. Et donc ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'il faut arriver à bien segmenter les choses et qu'aujourd'hui on est dans l'ère du big data, et quand on parle du big data on se dit ah ouais mais le big data c'est des trucs pour les grosses boîtes et tout, on imagine des chiffres partout, on comprend pas bien ce que c'est. Non, le big data c'est juste qu'aujourd'hui on est dans un monde qui fonctionne sur la donnée. On dit c'est l'or noir de demain, c'est pas vrai, c'est l'or noir d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous vous connectez sur Google? Pourquoi est-ce que vous vous connectez sur Facebook? Pourquoi est-ce que vous êtes sur des univers logués? Pourquoi quand vous voulez lire, je sais pas, les Échos, Le Monde, etc., ou ce genre de médias, on vous demande, on vous donne 2 articles gratos et puis après on vous dit connectez-vous. Parce qu'à partir du moment où vous êtes connecté, à partir du moment où vous êtes dans un environnement logué, on sait exactement ce que vous faites et comment vous le faites. Et c'est pour ça que Facebook, Google, Amazon, ils ont quasi, et je dis quasi parce que j'espère vraiment que c'est pas le cas, ils ont quasi gagné la partie. Parce qu'ils ont compris ça avant tout le monde. Ils ont compris qu'ils allaient choper les informations de tout le monde. Mais pour autant, c'est pas quelque chose qui leur est réservé. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille chez Wizami, parce que je pense qu'il faut concurrencer ce type d'entreprise, il faut concurrencer les GAFA, il faut apprendre à gérer ces données, il faut pas se dire que c'est trop tard, sinon on est foutu. Le monde est triste, même s'ils font beaucoup pour le monde d'aujourd'hui, mais je pense qu'on est un peu foutu si on leur fait complètement confiance. Et donc, cette notion de data, en fait, elle est partout.
La data, c'est une adresse email que vous avez sur un de vos prospects, un de vos suspects. C'est son numéro de téléphone, c'est ses habitudes, c'est ce qu'il fait, etc. Et ça peut paraître un chantier énorme, mais en fait, il y a des outils hyper simples, et c'est ça que je vais vous présenter, qui vont vous permettre de capter ces datas sur vos cibles, que ce soit sur vos clients pour les fidéliser, que ce soit sur vos prospects pour les transformer en clients, que ce soit sur vos candidats pour recruter les bonnes personnes, parce que ça aussi c'est un enjeu énorme, et c'est presque un enjeu aussi important que des enjeux de développement sur des clients, d'avoir les bonnes personnes qui vont rester, qui vont propulser votre boîte comme si c'était eux qui l'avaient créée, mais je trouve que c'est une source de richesse démentielle. Et donc, l'inbound marketing, ça vous aide à faire ça. Alors pourquoi devenir son propre média? Parce que aujourd'hui, il y a cette phrase qui dit que content is king. Alors oui, le contenu est roi, ça c'est clair et net, on est exposé partout. Vous ouvrez votre LinkedIn, ça pète dans tous les sens, des articles ceci, des articles cela, voilà. Alors il y a des choses qui sont très intéressantes, d'autres non. Vous avez des masses de personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève qui vous ajoutent sur LinkedIn, vous ne savez pas pourquoi, juste pour augmenter leur communauté. Devenir son propre média, ça veut dire que vous allez avoir une approche qui n'est plus une approche de push. Vous allez dire à votre client « je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur ». Non, vous allez envoyer à vos clients, à vos prospects, à vos cibles, à vos audiences, pile poil ce qu'ils ont envie de lire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Pas forcément pile poil sur votre produit. Si vous écrivez un article sur votre produit, on s'en fiche. Si vous écrivez un article pour dire « j'ai telle solution, c'est la meilleure », non. Par contre, si par exemple, imaginons, on prend le gars, un outil qui permet de faire l'inbound marketing, vous avez un outil qui permet de faire l'inbound marketing, très bien. Non, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire un article sur pourquoi l'inbound marketing c'est pertinent. Et puis après, vous allez leur faire un template, par exemple, pour pouvoir benchmarker son outil d'inbound marketing. Comment on fait? Hop, tout est prêt, il n'y a plus qu'à télécharger, etc. Vous allez aller choper vos cibles sur des choses qui les intéressent. Je vous donne un exemple sur ma boîte à moi. Wizali, du tracking, etc. On fait énormément d'analyse. En gros, c'est une espèce d'assistant data analyst intégré on a ça dans notre outil. Bon, très bien. Il n'y a pas très longtemps, j'organisais un webinaire pour parler de notre sortie de version, la V11, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, qui m'a dit, mais ok, vous analysez la pertinence des publicités qui sont faites sur le nombre de caractères, mais est-ce que vous analysez la pertinence des créations? Est-ce que votre algorithme il est capable de dire « Ah tiens, tel créa bleu, rouge a plus marché sur tel segment, etc. » En l'occurrence, non, on ne le fait pas. C'est pour l'instant pas à la roadmap et c'est quelque chose d'assez expérimental. Mais par contre, c'est-à-dire ce sujet-là, c'est un sujet qui intéresse mes cibles. Donc il y a très forte chance que j'écrive un article de blog. C'est pas ça qui va me faire vendre des licences, mais il y a très forte chance que j'écrive un article de blog sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'à force de pousser des contenus pertinents, mes cibles, elles vont pas avoir besoin que je leur dise « je suis la meilleure avec Wizali ». Non, elles vont se dire d'elles-mêmes, quand elles vont avoir un projet qui va nécessiter Wizali, « Ah mais Wizali c'est les meilleurs ». J'ai pas de doute. Tout ce que je lis sur eux, tout ce que je vois, tout ce qu'ils m'apportent, mais j'ai envie de bosser avec ces gens-là. Et en fait, c'est ça l'inbound marketing. C'est au lieu de dire ce qui semble évident, vous laissez les gens arriver à cette conclusion-là. C'est quelque chose de basique dans le management pour avoir de l'adhésion. Vous faites croire à la personne qu'il est arrivé lui-même à cette conclusion-là. Voilà. Et ça, c'est, je pense, aujourd'hui, la façon la plus juste de faire du marketing. J'allais dire intelligent, je trouve que le mot intelligent, il est un peu dangereux, parce qu'il sous-entend que le reste est bête ou n'est pas intelligent, ce qui n'est pas le cas. Mais je pense que c'est la meilleure façon de faire du marketing dans le monde dans lequel on est, et de sortir du lot, et de toucher les bonnes cibles, et de toucher les bonnes audiences, et nous aussi de prendre de la hauteur, et de nous élever sur ce qu'on fait, sur notre produit, sur la vision de notre boîte, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que déjà, tout ça, c'est clair? Vous avez le droit de dire oui, de prendre de... vocaliser. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, l'inbound, c'est ce qui rend vertueux en fait l'ensemble de vos actions marketing. Alors, je vous explique. Ce qu'on a tout en haut, ce qu'on appelle alors ça c'est une institution, il est formalisé comme ça, mais c'est le funnel de l'inbound marketing. Voilà, c'est un truc que vous tapez inbound marketing, vous en avez 72 des comme ça qui déboulent sur Google Images. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, bah tiens, on voit LinkedIn, on voit W, notre site web, Twitter, on voit des contenus, etc., qui tombent là-dedans. Donc en fait, l'idée numéro 1 pour l'inbound marketing, c'est de générer du trafic. Donc c'est extrêmement important. Et alors on en reparlera, est-ce qu'il faut générer du trafic sur son site web, est-ce qu'il faut poster, etc., on en reparlera. Bref, c'est de générer du trafic. Donc ça veut dire, pour générer du trafic sur votre site web, le SEO.
Donc travailler le SEO, c'est-à-dire travailler votre référencement naturel et la façon dont vos pages remontent. Deuxièmement, ça veut dire avoir des articles de blog. Parce que juste travailler le SEO sur votre outil, on s'en fiche, les gens ils vont lire le comparatif de votre outil, ils vont lire vos pages, très bien, mais ça leur apporte pas de valeur. C'est pas un contenu avec une vraie valeur ajoutée, c'est un des contenus possibles, mais ça veut dire qu'il faut s'adresser, donc il faut a priori avoir un blog. Et je suis extrêmement convaincue, on a vu l'émergence de Medium et donc de ces posts qu'on peut faire directement sur LinkedIn, etc., ou sur Facebook, et où on nous bassine que c'est hyper bien et qu'il faut faire ça. Bah, la réalité, si on reprend ce que je vous disais au départ, c'est que si vous faites ça, ça veut dire que vous vous mettez pieds et poings liés, par exemple avec LinkedIn. Demain, LinkedIn décide de supprimer Medium, ou ses posts en direct, vous faites quoi? Vous avez perdu toute votre base. Donc c'est extrêmement important d'utiliser ces plateformes comme de la diffusion, y compris pour Facebook, y compris pour les différents réseaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer, d'utiliser en diffusion, mais de toujours faire en sorte que tout soit chez vous, parce que votre site, votre blog, sont les vôtres. Et ça, personne peut vous l'enlever. C'est non seulement une conviction personnelle, et c'est quelque chose que je fais depuis un moment, et ça a été relayé, il y a 2 mois, il y a eu une conférence sur l'inbound marketing à Rennes, et ça a été relayé par Ron Fishkin, qui est un des plus gros experts SEO mondiaux, qui faisait la keynote d'ouverture et qui nous a justement parlé de ça. Bon, très bien, donc on a un blog, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux pour dire hop, des publicités, etc., pour parler de nous, machin, c'est du clic qui arrive sur notre site. Et ce que j'appelle RP, c'est tout ce qui va être relation presse. Très bien, donc tout ça, ça fait quoi? Ça me drive du trafic sur mon site. Très bien. Là, les gens se baladent sur mon site, ils se promènent. Ce sont des adresses IP. Je ne suis pas capable, quand je vois une adresse IP, de dire « Ah, tiens, c'est un tel de chez Orange ». Non, je ne sais pas. Donc ce sont des adresses IP qui se promènent et qui vont avoir des activités. Donc ils vont aller voir tel type de page, après ils vont faire ci, peut-être qu'ils vont faire une demande de démo quand on est un produit, peut-être qu'ils vont télécharger un autre type de contenu, peut-être qu'ils vont postuler à une offre, enfin bref, passons. Peut-être que ce sont des robots sur des téléphones en Chine, enfin bref, passons. On a plein de possibilités, mais ce sont des gens qui se baladent. Voilà. Moi, mon objectif dans l'inbound marketing, c'est de savoir qui est cette personne. Je veux de la data. Donc que la personne se balade, c'est bien, mais je veux de la data. La seule façon que j'ai aujourd'hui d'avoir de la data qui soit qualifiée et qui soit personnalisée, du coup sur lequel je peux mettre un nom, c'est que cette personne télécharge un contenu. À partir du moment où elle télécharge un contenu sur mon site, j'ai une adresse email, une adresse IP avec une liste de comportements, et je fais quoi? Je matche les deux. Évidemment, je fais très attention à l'RGPD et la personne a bien coché la case me disant ok, on accepte que je prenne ces données, etc. Important. Mais toujours est-il que mon enjeu principal, il est là. Il est vraiment sur comment est-ce que je convertis dans ce qu'on appelle les suspects, les gens qu'on n'a pas identifiés, comment est-ce que je les convertis en prospects, c'est-à-dire en potentiel client. Et alors comment je fais justement pour les convertir? Parce que juste mettre un formulaire comme ça qui se balade, ça va pas marcher. Donc soit en effet j'ai un produit et du coup c'est hyper simple de faire une demande de démo, hop, remplissez. Je peux avoir des petits boutons qui disent hop, on vous rappelle, hop, ça tombe. J'ai ce qu'on appelle les landing pages. Les landing pages, c'est les pages d'atterrissage. Ce sont des pages qui sont pensées, conçues pour que vous remplissiez du formulaire. Donc si vous avez déjà téléchargé des livres blancs, des infographies, ce genre de choses, vous êtes généralement arrivé sur une page où vous aviez le formulaire qui popait en énorme, des fois pré-rempli, si on avait déjà des infos sur vous, et l'objectif c'est que vous téléchargez. Sauf que pour remplir du formulaire, au-delà des demandes de démo, au-delà des demandes de contact, ça veut dire qu'il faut avoir du contenu qui est suffisamment intéressant pour que votre cible, elle laisse son adresse email. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est facile, je ne mets pas la bonne adresse email, je mets n'importe quoi et voilà. Non, parce qu'avec l'inbound marketing, à partir du moment où il a saisi le formulaire, le contenu ne s'affiche pas. Non, le contenu lui est envoyé par email. Et oui, et ça, c'est ce qui permet de garantir une bonne qualité d'information. Donc vous avez ce remplissage de formulaire. En gros, c'est papier tu mouche, hein. C'est à partir du moment où le formulaire est rempli, bim, vous êtes accroché et on voit tout ce que vous faites. Alors après, ça fonctionne sur des cookies, donc les cookies, il y a des durées, etc. Enfin bref, c'est encore autre chose. Vous pouvez vider votre cache, vous pouvez faire plein de trucs, mais toujours est-il qu'on a cette information, et à un moment, il y a une adresse IP qui est sortie du lot et qu'on a été capable d'identifier. Donc on a une personne. Et cette personne, elle a eu une vie avant le téléchargement sur notre site, et puis elle va avoir une vie, normalement, après, si on se débrouille bien, c'est pareil. Et tout l'enjeu de l'inbound marketing va être cette capacité à analyser ce que fait cette personne, à comprendre comment elle interagit avec nos contenus, et à lui proposer les bons contenus.
Et on va le voir par la suite. Justement, ça veut dire quoi proposer les bons contenus, comment est-ce qu'on segmente, comment est-ce qu'on fait, etc. Bon, une fois que vous l'avez du coup converti en prospect, l'objectif c'est quand même ça. C'est bien joli d'avoir des prospects, savoir qui ils sont, etc. Mais ce qu'on veut, c'est du cash money daily. Donc du coup, il faut les convertir en clients. Et donc, il faut continuer à les alimenter avec des contenus pertinents pour qu'ils arrivent à la conclusion, comme je vous disais, que vous êtes les meilleurs. Donc des newsletters, des emailing intelligents, des événements, d'autres contenus premium, et puis évidemment vos offres. Et après, le top du top du top du top, le rêve de tout marketeur, c'est quand vous avez des clients qui vous recommandent et qui deviennent ambassadeurs. Et après, hop, on se redescend le funnel. Est-ce que cette logique-là, c'est bon? Ok. Du coup, ça veut dire, on se dit, ok, bon, très bien, vous comprenez un peu l'idée. Concrètement. Comment ça un peu Non. Ce n'est que le début, du voyage d'Alice au Pays des Merveilles. Du coup, pourquoi est-ce que on va faire de l'inbound? Ça permet de générer des leads de bonne qualité. Alors l'ordre dans lequel je les mets sont pas les, enfin je veux dire, il n'y a pas d'ordre en fait, c'est pour les afficher au fur et à mesure et garder votre attention avec une petite animation PowerPoint. Générer des leads de bonne qualité. Pour ceux qui sont déjà qualifiés des leads ou qui ont des commerciaux chez eux, générer plein de leads mais finalement qui ne sont pas du tout qualifiés, c'est pas intéressant, il y a de la perte de temps. Donc l'objectif c'est que en fait, au fur et à mesure de leur parcours sur les contenus, on verra ça aussi, vous allez pouvoir scorer vos prospects. Il a lu tel truc, ça lui fait 1 point. Il a lu tel autre truc, ça lui fait 5 points. Ah, il a téléchargé un contenu premium, jackpot 15 points. Et puis au bout de 35 points, bim, il bascule dans votre CRM ou il bascule directement à vos sales. Et ils peuvent les traiter, et ils sont au courant que c'est des gens qui ont déjà eu un parcours sur votre site web. Et en plus, ils vont avoir la capacité de les rappeler en disant ah, très bien, monsieur, vous êtes intéressé. Que pensez-vous de tel truc? Pourquoi? Parce qu'ils auront ciblé directement en fonction de son parcours ce qui est intéressant. Centraliser les contacts et les contenus. Avoir un seul et même outil qui vous permet, parce que pour faire de l'inbound, je n'imagine pas aujourd'hui faire de l'inbound sans outils d'inbound marketing. Je pense que c'est comme, je sais pas, vouloir faire ses tableaux Excel sur une feuille A3, quoi. Ça revient à peu près à la même chose. Il y a besoin de toute façon d'un outil, mais vous avez tout au même endroit. Et donc, vous me dire, ouais, ok, super, j'ai tout au même endroit. Et alors, quand vous avez tout au même endroit et que vous avez toutes vos informations au même endroit, vous pouvez les activer du coup beaucoup plus facilement. Et quand on parle d'activation, ça veut dire comment est-ce qu'on pousse les bons contenus aux différentes personnes. Vous allez pouvoir aligner marketing et vente. Ça paraît pas comme ça, mais en fait c'est un vrai sujet. Et ça c'est une conviction profonde, mais je pense que quand on a une entreprise, il faut imaginer tout le parcours en fait de son client, mais avant de son prospect, etc. Il faut imaginer que le marketing c'est une discussion. Et donc la discussion elle commence où? Justement elle commence, toute la vie de votre client elle commence au marketing. Le marketing c'est celui qui va impulser le ton, la façon dont on parle, ce qui est présenté sous les yeux, etc. C'est la première rencontre. Voilà. Et donc on démarre la conversation comme ça, etc. Et puis du coup c'est un suspect, on transforme en prospect, voilà. Puis à partir du moment où c'est un prospect, là c'est aux commerciaux de faire leur taf. Donc les commerciaux ils vont continuer cette discussion-là. Si les commerciaux ils continuent la discussion sur un ton qui n'a rien à voir, ça marche pas. Quand vous avez, je sais pas, vous êtes en date et puis la personne que vous avez en face de vous la première fois, elle est hyper mignonne, hyper sweet et puis ça vous plaît, et puis le coup d'après elle pète un câble complet, c'est plus du tout la même personne, vous dites mais il se passe quoi dans ton schizo, ça va pas. Là c'est exactement la même chose, il faut qu'il y ait un suivi. Et ça va même plus loin, puisqu'après, quand c'est transformé en client, il faut que ce soit votre service client, toute la partie, ce qu'on appelle CSM, Customer Success Manager, qui reprennent sur le même ton. Et donc ça, c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on va créer des choses qui s'appellent des chartes éditoriales, mais c'est pareil, on va en reparler. Donc faire du marketing intelligent, vous voyez, j'ai mis intelligent entre guillemets, mais l'idée c'est que les interactions soient personnalisées, et donc si c'est personnalisé, forcément ça génère beaucoup plus d'engagement. Hop, augmentez votre notoriété. Plus il y a de contenu, plus il y a de référencement, plus on parle de vous, voilà, etc. Et la notoriété, c'est extrêmement important. C'est terriblement difficile à qualifier parce que même quand vous pouvez vous dire ouais j'ai tant de likes, j'ai tant de machins, j'ai tant de trucs, c'est tellement facile aujourd'hui d'acheter du like et la question c'est est-ce que ces likes-là, est-ce que ces communautés-là sont vraiment engagées, tout l'enjeu est là-dedans. Et optimiser son cycle de vente, forcément, vous faites gagner du temps aux commerciaux, vous raccourcissez les cycles de vente et vous convertissez en fait beaucoup plus de leads en clients. Ça, ce sont que quelques raisons. C'est les raisons qui me paraissent les plus évidentes, les plus pertinentes. Alors,
si on appelle ça inbound marketing, c'est parce que ça vient en contre l'outbound. Donc c'est pas moi qui ai fait ce slide, ça vient de Pledzi, qui est donc l'outil d'inbound marketing dont je vous parlais tout à l'heure. D'ailleurs, Pledzi, P-L-E-Z-I, ils ont un blog qui est extraordinaire. Pour une fois, ce ne sont pas les coordonnées les plus mal chaussées sur ces sujets-là. La différence entre outbound et inbound. Outbound, c'est comme on faisait avant. Des spams, des bases de contacts qu'on achète qui ne sont pas qualifiées, de l'impression, des grosses pubs, des communiqués de presse qui sont jetables, du call, etc. Enfin bref, ce genre de choses. De l'autre côté, on a l'inbound. Des articles de blog, ce qu'on appelle des bases opt-in, c'est-à-dire avec qui vous pouvez envoyer des emails, des livres et études de cas, des événements sponsorisés, c'est-à-dire c'est vous qui avez créé l'événement, la presse, des relations publiques, relations avec les influenceurs, conférences, etc., bouche à oreille. La réalité de ce slide-là, quand on voit, on a tendance à se dire « Ah, génial, et boum, pas bien, l'outbound, c'est tabou, on en viendra tous à bout », c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'outbound, il y a plein de trucs qui sont géniaux à faire. Aujourd'hui, vous faites un courrier un peu chiadé, un truc vraiment canon, vraiment travaillé à une personne ciblée, mais vous cartonnez. Alors qu'avant le courrier, vous disait non, on fait plus de print, etc. La question, c'est de savoir quelles sont vos cibles et comment utiliser ces éléments-là. Donc, en effet, l'inbound, c'est de ce côté-là, l'outbound, c'est de ce côté-là. Je pense qu'aujourd'hui, une stratégie marketing globale, c'est une stratégie qui prend intelligemment les différents éléments dont il y a besoin et qui en fait quelque chose de vertueux et d'harmonieux. Donc, je ne suis pas en train de vous dire ne faites que de l'inbound. Je suis en train de vous dire, l'inbound, ça va vous ouvrir vos chakras, et après vous réinjecterez de l'outbound d'un côté ou l'autre. Alors, on va parler inbound marketing à travers ce qui s'appelle la méthode FAST. Alors la méthode FAST, elle est décrite là-dedans. Ça s'appelle la 25e heure, secret de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Si vous n'avez jamais lu ce livre, allez-y, il se lit hyper rapidement, hein, vous pouvez constater, il n'y a pas beaucoup de pages. Mais ça pose des fondamentaux qui sont pas mal, ça fait des récaps de plein d'autres bouquins, type les 7 habitudes des gens très effectifs, les Miracle Morning, enfin, bref, ce genre de bouquins très start-upant, etc., qu'on adore pousser à mort sur notre productivité. Mais l'avantage de ce type de bouquin, pour moi, c'est pas que, ça motive sur le moment, on a envie de tout changer et de tout péter. Je sais pas si vous connaissez Miracle Morning, c'est l'idée de se dire on se lève 1 à 2 heures plus tôt pour faire des choses dans sa vie. Vous lisez ça, vous êtes chaud patate, tous les matins vous levez à 5 heures, mais en fait ça tient une semaine et après c'est fini, vous vous relevez plus à 5 heures et plus jamais. Mais en fait, ce qui est intéressant je trouve dans ce type de bouquin, c'est que même si vous chopez un seul truc, tout est une question d'habitude en fait. Pour progresser, c'est juste des questions d'habitude. C'est des questions d'itération et de recommencer tout un tas d'habitudes. Et dans ces bouquins-là, si vous chopez 1 ou 2 habitudes, déjà vous serez meilleur et vous avancerez, ça vous permet de vous remettre un peu en question, vous dire ah ouais tiens moi je fais ça comme ça, etc. On s'en fiche finalement que vous fassiez tous les matins ou pas. Ce qui est important c'est qu'il y a un moment où vous vous êtes dit ah ouais il faut que je change les trucs parce qu'en effet je me couche trop tard, je me lève pas assez tôt et je perds du temps. Ce qui est important c'est de l'expliquer. Après comment vous le mettez en place, comme ils le disent, comme ils le disent pas, on s'en fiche. Toujours est-il qu'ils parlent de cette fameuse méthode, qui est la méthode FAST. Ils ne la sourcent pas, donc j'ai estimé que c'était eux qui l'avaient inventée, mais j'en suis pas sûre. Mais il n'y a pas de source. Et quand on cherche sur Google, il n'y a pas vraiment de référence, donc voilà. La méthode FAST, c'est quoi? C'est de se dire, on met en place les fondamentaux dans un projet. Alors pourquoi vous allez dire, pourquoi est-ce qu'elle nous a sorti un couteau? Parce que quand vous allez par exemple cuisiner, vous imaginez, vous voulez faire une méthode de recette, une méthode de recette, n'importe quoi, je commence à... Si je vous dis des mots qui ne veulent rien dire, il faut m'arrêter. Une recette de cuisine, vous allez commencer par préparer votre plan de travail, sortir votre couteau. Voilà. Il y a une citation qui est attribuée à Lincoln, mais Abraham Lincoln, mais on n'est pas bien sûr que ce soit lui non plus, qui aurait dit que si vous me donnez 4 heures pour couper un arbre, je passerai 2 heures à affûter ma hache. Voilà. Donc c'est ça l'idée de poser les fondamentaux dans la méthode FAST. Alors, poser les fondamentaux en inbound marketing, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prendre le temps de l'analyse. C'est ce qui est en bas. Qu'est-ce qu'on analyse? On analyse nos personas. Ce qu'on appelle les personas en marketing, ce sont nos cibles, ce sont nos audiences. Ensuite, on analyse la concurrence. Et on analyse l'existant. Parce que c'est très important de comprendre aujourd'hui comment on fait les choses et de se poser. Alors, la suite des slides qui tombent, pour vous illustrer les choses, moi, tout ce que je suis en train de vous dire là, ça fait 6 mois que je suis en train de le mettre en place chez Wizaline. Donc c'est pas la théorie que je vous sors comme ça, ce sont des choses que je fais
quotidiennement chez mes amis. Et pour vous appuyer, je vous ai mis un certain nombre de slides, qui sont des slides de mes strates pour mes amis, qui sont des slides de nos plateformes de marque, de chartes édito, etc. C'est pas pour vous dire il faut faire ça, c'est juste pour illustrer les choses avec un exemple qui soit un peu tangible. Alors, je vous donne un exemple, on va le passer rapidement. Donc Wizali, voilà, solution, attribution, contribution, qui a du coup quelques concurrents. Si on le fait hyper rapidement, à quoi ça sert de faire l'analyse de la concurrence? J'ai un premier concurrent, voilà, j'ai analysé quoi? J'ai analysé son site web, j'ai analysé ses communications. Il parle de techno et de data, il est centré sur le boost de la croissance, les prises de décision en termes d'investissement, son univers colorique est vert-blanc, colorimétrique, pardon. Il utilise des photos et de l'iconographie vectorielle, il s'adresse directement aux visiteurs à la première personne du pluriel. Et son élément différenciant, c'est vraiment cette iconographie vectorielle qui est sur tous ses supports et qui reste néanmoins peu facilement identifiable à sa marque. Le deuxième, lui, il a un ensemble de solutions qui répond aux challenges des clients sur toute la chaîne du marketing. Il se base sur l'idée de comprendre, analyser, il a une solution qui se veut personnalisable et qui s'adapte à la taxonomie de son client, univers blanc-bleu et un discours très cool par rapport aux autres acteurs. C'est le résumé, évidemment, des benchmarks. Quand vous faites ce type de benchmark, derrière, il y a une analyse sémantique, une analyse iconographique, enfin bref, il y a 12 pages de slides de benchmark, mais c'est un résumé. Et du coup, si je résume ça par rapport à moi, je me dis, ok, donc en fait, c'est une concurrence qui a travaillé à évangéliser notre marché sur les bases, mais il n'y a personne qui sort vraiment du lot en termes d'identité visuelle, de prise de position forte, marquante. Quand je dis prise de position forte, ça peut être en positif ou en négatif. Mais bref, il n'y a pas un truc où je me dis « Ah ouais, eux, ils ont fait le buzz ». Et on a des codes classiques à l'univers de la tech, et on retrouve un discours très marketing autour du gain de la performance. Ok, ça c'est ce que fait ma concurrence. C'est bien, c'est pas bien, je suis pas là pour juger, je sais juste que c'est ce qu'ils font. Bon, ça, c'est ceux contre qui il va falloir que je me batte. Maintenant, à qui est-ce que je m'adresse? Et c'est là mon travail, c'est personas. Donc, les personas, en fait, à la fin, vous allez avoir une espèce de fiche d'identité de vos clients types. D'accord? Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. Si vous commencez à en avoir plus de 10, c'est qu'il y a un problème sur la segmentation de vos offres. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour travailler ces personas? Un, on imagine son contexte. Contexte pro, perso, ça donne des informations sur l'âge, les études, le quotidien, les habitudes. On se met dans la tête de... Voilà. Donc moi, mes cibles, je prends l'exemple, on va dire que j'ai Marc. Marc, il est directeur marketing, il est CMO d'une boîte qui du coup a bien les 800 000 de spend média dont j'ai besoin. Il a 42 ans, il a 2 enfants, etc. Enfin voilà. Je me l'imagine, je me dis, mais à quoi ça sert d'imaginer Marc, de mettre souvent mais une photo en plus sur les fiches personnelles, etc. À quoi ça sert? Et bien ça sert que Marc, comme il a 42 ans et 2 enfants, ça veut dire que les enfants le matin, il y a des chances qu'il les emmène à l'école. Donc déjà ça nous file les infos là-dessus. Ok, ils les emmènent à l'école. Ils emmènent à l'école à quelle heure? L'école va démarrer à, je sais pas si c'est 8h30, l'école démarre à 8h30, donc ça veut dire qu'il monte dans sa voiture à peu près aux alentours de 8h. Ça veut dire déjà que Marc, si je lui envoie une communication ciblée sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, entre 8h et 9h, je ne le touche pas. Parce que Marc, il emmène ses enfants à l'école à cette heure-là et après il va au boulot. Première info. Je passe vite parce qu'on a pas mal de choses à voir, mais ça vous explique pourquoi est-ce qu'il faut faire ce type d'exercice et pourquoi est-ce qu'il faut se projeter. Donc on fait son contexte. Deuxièmement, on imagine ses points de douleur. Votre marketing, il doit se résumer hyper simplement. Vous devez pouvoir aller voir vos cibles et dire « Tu as mal vu. Tu as mal là? Moi j'ai un pansement. Moi j'ai l'antidote. Moi j'ai le médicament. Et maintenant tu n'as pas mal. » C'est ça qu'ils veulent, hein, vos clients. Ils veulent se sentir compris. Ils veulent entendre que vous avez la solution. Et souvent la solution a des problématiques ou des emmerdes qu'ils n'arrivent pas à régler eux-mêmes. Voilà. C'est ça tout l'enjeu. Des fois ils ne savent même pas qu'ils ont mal. Mais vous allez dire « Tu as mal. Je t'assure tu as mal. Et je vais te soigner. » Alors, comment est-ce qu'on travaille ces points de douleur? On se pose la question de quels sont les objectifs de ces clients. Où est-ce qu'ils ont besoin d'aller, etc. Deuxièmement, pour atteindre ces objectifs, quelles sont les solutions qui sont à leur disposition? Donc bien souvent, une des solutions de la liste, c'est vous, ou alors si ce n'est pas vous, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne persona. Et ensuite, quels sont leurs freins? Qu'est-ce qui va les arrêter? Et vous, il faut que votre discours, il faut que la construction de votre marketing soit orientée autour de ça. On vous dit, et vous dites exactement, non pas ce qu'ils ont envie d'entendre, le débat n'est pas là, c'est pas de leur vendre du rêve pour rien, mais vous vous adaptez pile poil à votre marché.
Et la dernière partie sont les canaux de communication. Où est-ce que vous touchez ces personnes? Où est-ce que ces personnes vont chercher de l'information? Là où ces personnes vont chercher de l'info, il faut que vous soyez. C'est pas parce qu'il y a Whatmill Benchmark ou une étude qui disent tel type de personnes s'informent là-dessus. Non. Ce qu'il faut que vous fassiez pour faire ces personas, et je sais que c'est hyper difficile, et je sais que ça prend du temps, mais c'est crucial, c'est prendre votre téléphone, prendre vos emails, envoyer un message, c'est interviewer vos cibles. Interviewer des clients que vous avez déjà, interviewer des clients potentiels, et posez-leur. Alors évidemment, leur demandez pas trop si ils ont d'enfants et qu'ils les emmènent à l'école, etc. C'est pas ça que je dis. Mais par contre, demandez-leur où ils ont mal, quels sont leurs objectifs, comment est-ce qu'ils s'imaginent répondre, quels sont leurs freins, est-ce que c'est des questions de management, est-ce que ce sont des questions de budget, est-ce que c'est des questions d'organisation globale, etc. Et où est-ce qu'ils s'informent? Et vous allez apprendre mais tellement de choses. Et du coup, vous allez pouvoir créer vos sites. Ça, c'est la première partie des fondamentaux. Une fois que vous avez fait ça, vous connaissez, entre guillemets, votre écosystème concurrentiel, l'écosystème de vos clients, vous allez apprendre plein de trucs parce qu'en fait, ça vous force, et je trouve que c'est quelque chose de toute façon qu'il faut faire de manière globale dans les relations humaines, c'est sortir de ses ponts pour aller dans celle du voisin. C'est très dur, c'est très dur. Mais arriver à faire ça, ça vous permet de mieux comprendre l'autre, ça vous permet de choisir les mots justes. Pareil, vous vous engueulez avec votre conjoint, c'est filmé, je suis désolée, j'ai dit engueuler. Vous disputez, vous crêpez le chignon avec votre conjoint. Il y a un moment, avoir le recul nécessaire pour dire ok, je comprends pas ce qui est en train de se passer, mais je vais essayer de me mettre dans ses pompes à lui, à elle, et de comprendre ce qu'il est en train de voir. Je vais changer de paradigme, c'est hyper important. Il y a des fois, on a des intuitions, des trucs qu'on vit en tant que consommateur dans nos vies, etc. Et on se dit il faut faire ça, mais en fait non, c'est juste des intuitions perso, et le perso ne sera jamais universel sur ces sujets-là, ou alors c'est un coup de chance mais extraordinaire. Donc il faut vraiment faire cet exercice d'aller vers les autres. Bref, on a l'analyse du truc. Maintenant, il faut dropper ce qu'on appelle sa plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est 3 éléments. Mission, vision, valeur. Et alors ça, cette partie plateforme de marque, elle est hyper importante. Parce que c'est le moment où vous vous demandez qui vous êtes en tant qu'entreprise. Si vous faites du marketing sans vous être demandé, et là je l'assène, sans vous être demandé qui vous êtes en tant qu'entreprise, la seule chose qui va vous arriver, c'est que vous allez perdre du temps. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent de plus en plus de l'expérience. Vous avez besoin de cette question-là, de savoir qui vous êtes pour vos candidats. C'est hyper important parce que de plus en plus de candidats maintenant veulent avoir ces éléments-là, veulent avoir une expérience, veulent rejoindre une boîte dans laquelle ils croient, etc. Et ça suffit plus d'avoir une table de ping-pong et un baby-foot et un joli profil sur Welcome to the Jungle, c'est pas ça qui compte. Ils veulent quelque chose d'humain. Et cette profusion des contenus, cette profusion de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, du machine learning, tous ces trucs-là, le seul intérêt réel, je trouve, que ça a, c'est d'automatiser tout ce qui est pénible à faire, tout ce qui prend du temps pour que l'humain prenne le dessus. Et c'est pas du tout la mort de l'humain. Alors oui, dans plein de contextes, c'est la disparition de certains emplois, je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais dans l'autre, à savoir le marketing, c'est une chance extraordinaire pour que ces tâches qui sont hyper reloues à faire et qui nous prennent un temps fou soient déléguées à une machine et que nous, on puisse se concentrer sur l'humain, sur la créativité, sur des choses où une machine n'arrivera jamais à avoir ces subtilités-là. Et donc, se poser la question, même en tant que start-up, même quand on va à 800 000 à l'heure, même quand on n'a pas le temps de se poser ces questions-là, même quand on ne sait pas, même quand on se dit ouais je vais le faire, mais en fait ça va répéter dans 3 semaines, c'est pas grave. On se pose la question et on se demande ce que c'est en fait que notre marque. Et donc, je vous fais l'exercice avec Wizali. Donc, la mission de Wizali, l'entreprise doit professionnaliser le marché sur l'attribution-contribution. On a une solution qui est coûteuse, on a une solution qui est qui est la plus performante aujourd'hui du marché, mais ça implique de déjà comprendre comment fonctionne l'attribution-contribution, ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui il faut évangéliser ce marché, il y a plein de boîtes qui ne savent pas ce que c'est que l'attribution-contribution. Je ne savais pas ce que c'était que l'attribution-contribution avant d'arriver chez eux. Donc si ces entreprises-là ne comprennent pas l'intelligence de la solution de Wizali, elles ne la retiendront pas. Et c'est tout à fait humain, tout à fait logique, elles iront vers un truc qui leur semble plus simple et qu'elles paieront moins cher. Jusque-là, pas de débat. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on accompagne les annonceurs, les Chief Data Officers et les Chief Marketing Officers, dans la compréhension, l'optimisation de leur mix média et de leurs consommateurs, que ce soit offline ou online. Ce choix de mots-là, ce petit bout, mission, je pense que c'est 2 jours de travail. Pour arriver à présenter ça aux COMEX, aux investisseurs, aux gens
à mes boss, pour arriver à formuler aussi précisément les choses et chaque mot à compter. Bon, ça c'est notre mission, c'est ce qu'il faut qu'on aille faire chez Wizali. Maintenant la vision. Le monde actuel évolue autour de l'intelligence artificielle et de la data. Ok, pas de débat là-dessus. Et Wizali pense que la technologie est à même de conseiller et d'accompagner efficacement donc les fameux CDO, CMO pour relever leurs défis. Donc ça veut dire que Wizali, sa vision, c'est de s'inscrire dans un mouvement d'évolution de la société. On ne fait plus faire à l'humain ce que la machine sait faire mieux que lui. C'est à peu près le concept que je vous expliquais tout à l'heure. Enfin, c'est même complètement le concept que je vous expliquais tout à l'heure. C'est même pas un concept, c'est l'idée que j'ai sortie. Ok. Et ensuite, les valeurs. Il y a un ensemble de valeurs qui vont sous-tendre la promesse. On s'adresse, nous aujourd'hui chez Wizali, on adresse un public de marketeurs qui doivent se lancer sur un sujet très technique. Ce sont des gens qui avaient justement l'habitude de plutôt faire la créa, etc. Et là, tout d'un coup, on leur demande de se poser dans des chiffres, c'est des gens qui avaient des gros budgets, et maintenant, le moindre euro investi, il faut le justifier 10 fois. Enfin bref, le monde a changé, le monde des agences a changé aussi, le monde des annonceurs ont changé, et on ne fait plus du tout de la pub comme on en faisait avant. Et du coup, nos valeurs, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le meilleur des deux mondes. Et elles symbolisent la réunion, alors non pas de l'humaine, mais de l'humain, et de la technologie. C'est-à-dire que d'un côté, on a la rigueur, l'efficacité, le côté data-driven, et l'autre côté, on a la créativité, la pédagogie, le côté ludique. Ok, bon, vous allez me dire très bien, mission, vision, valeur, ok, ça c'est Wizali, ok. On fait quoi? Il se passe quoi après ça? C'est pas avec ça que vous allez signer des clients. Non, mais c'est à partir de là que vous allez tout décliner. Vos valeurs, qui vous êtes. C'est là-dessus que vous allez recruter. La rigueur, l'efficacité, le fait d'être orienté data, c'est pas juste pour nos clients, on est comme ça en interne. La créativité, la pédagogie, le côté ludique, on est comme ça. Moi, je travaille comme ça avec les équipes de Wizali. On travaille avec des jeux, on travaille en étant pédagogique, on essaye de pousser la créativité sur des métiers qui ne sont pas supposés l'être, mais dans notre façon de faire, en travaillant avec du design thinking, en faisant ce genre de choses, on pousse ces trucs-là. Donc ça va au-delà, c'est vraiment l'ADN de cette boîte, et c'est pas un bullshit marketing, c'est qui on est vraiment. Bon, et du coup, quand on a vu tout ça, on se dit ok, très bien. Donc on est dans un monde hyper rigoureux, intelligence artificielle, etc. Donc bon, c'est quand même compliqué. Mais en même temps, on est sur des sites de marketeurs, quoi. Les marketeurs, c'est jean basket, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est des gens qu'on vient emmerder avec des notions de data, des notions hyper compliquées, alors qu'ils n'ont pas envie de ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup qui ont envie de ça, en tout cas. Du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le concept de Wizali, l'idée qui va sous-tendre toute la plateforme de marque de Wizali, en sachant tout ce que je viens de vous dire, en sachant qu'on a des concurrents qui sortent pas vraiment du lot, qui restent très marketing, etc., eh ben, c'est que Wizali, ça va être smart and fun. Alors on lit ça, on se dit oui, ok, smart and fun, super, ça révolutionne rien du tout, il y a plein de boîtes. Bah ouais, mais en fait, c'est deux mots qui ne sortiront jamais, on dira jamais sur une publication Wizali, le produit smart and fun, c'est pas ça. C'est juste ce concept. C'est notre territoire de communication. Et en fait, il va sous-tendre tout ce que Wizali va faire dans les mois qui arrivent. Je ne vous dis pas qu'on va garder ça pendant 50 ans. Je dis juste que face à tout ce qu'on a fait avant, tout le travail de recherche qu'on a eu avant, on se dit, ok, on est intelligent. Il faut qu'on arrive à rendre notre marché encore plus intelligent. Mais on va le faire en se marrant. Parce que personne ne le fait comme ça. Et c'est hyper important. Alors après, il faut savoir comment est-ce qu'on le fait, hein. C'est smart and fun, c'est pas fun and smart, hein. C'est pas coucou, on se marre, etc. Non, on va être hyper pertinent et on va être tellement pertinent qu'on va pouvoir se permettre d'être drôle et ça va encore mieux marcher. Donc ça, c'est pour vous expliquer la partie plateforme de marque. Une fois que vous avez ça, une fois que vous avez votre concept, vous déclinez. Charte édito, charte graphique. Alors, je vais vous passer rapidement la charte graphique, le look. Ça, c'est le logo de Wizali, de ma boîte. Ce qui était à peu près la seule chose qu'on avait quand je suis arrivée, ainsi que deux couleurs, qui étaient une couleur chopée à peu près par ici, et puis la couleur du rond qui est là. À partir de ça, on a complètement, on s'est imbibé en fait de ce truc-là chez Wizali en se disant ok, on va pas péter ce logo-là qui existe, qui a l'avantage d'être en place et que nos clients commencent à connaître, etc. Mais on va capitaliser en fait sur ces éléments-là et on va renforcer en fait ce territoire de communication visuelle. Donc la première partie, c'est de se dire ok, à quoi on va ressembler. Donc, mise en place d'un identifiant fort, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va capitaliser sur ce W. Ce W, il est beau, les goûts, les couleurs, voilà, mais il est là. Il est là, moi je le trouve magnifique ce W, mais il est là.
il a un joli dégradé, etc. Bah tiens d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas utiliser ce dégradé? Si, on va mettre en avant le dégradé. On va faire évoluer la charte graphique. On a nos 2 couleurs principales, mais on va en rajouter 2 autres pour pouvoir s'amuser un peu plus, etc., etc. Et on va jouer sur une double icono. On a toute la partie bleu, froid, etc., data, ce sera le smart. Et on va jouer sur du jaune, du chaud, côté marketing, fun. Voilà, ça c'est les grandes lignes de notre charte graphique. Après ça se décline, vous avez des polices, vous avez tout un doc qui s'appelle un brain book que vous déclinez. Ok, ça c'est ce à quoi vous allez ressembler. Maintenant, il y a la question de comment vous allez parler. Quelle va être votre personnalité? Et c'est là où la charte édito, elle arrive. Et donc la charte édito, elle a un angle smart chez nous. Donc ça veut dire un contenu sérieux, expert, qui va s'adapter au degré de maturité de nos différentes cibles. On vous voit, on a un ton didactique, on est précis dans les termes et explications, on utilise nos sources, etc. Mais à côté de ça, on aura aussi un angle fun avec des accroches, des campagnes de publicité, des campagnes réseaux sociaux qui vont être disruptives, qui vont jouer sur l'humour et viennent interpeller nos cibles. Je vous donne un exemple. Vous sortez un article de blog sur le tracking web. Vous avez envie de le lire, l'article de blog sur le tracking web. C'est un truc extrêmement technique. C'est pas forcément super sexy, ça touche une cible hyper particulière. Ok. Demain, vous faites une infographie qui s'appelle « Le tracking expliqué à ma grand-mère ». Ben, c'est plus la même chose en fait. Vos cibles, elles vont plus avoir envie de lire le truc. Vous allez pouvoir vous amuser sur la forme. Vous allez pouvoir vous marrer sur la façon dont vous le dites. C'est un exemple parmi 800 000. Il y a d'autres, il y a des trucs pour le coup dont on ne peut pas encore parler, on ne peut pas dropper toutes ces cartes, mais c'est de travailler, d'arriver à trouver l'angle qui va parler à vos clients et de leur en parler, de leur montrer, de voir comment ils sont réceptifs, si ça les fait rire, si ça les fait pas rire, si vous êtes à côté de la plaque ou pas. Ok, je vous donne un exemple de comment est-ce qu'on peut travailler cette charte édito et ces types de contenus. On fait des matrices en fait. Moi, j'ai défini que j'avais 3 types de cibles, après avoir fait mes personas, une cible qui n'est pas mature du tout sur mon marché, une cible qui a des notions et une cible qui est mature. Alors, ma cible qui n'est pas mature, mon objectif, c'est de la faire gagner en maturité et acquérir les bases. Ok, évangélisation niveau 1. Ma cible avec des notions, je veux l'amener à faire percevoir la valeur ajoutée de ma société, donc de Wizet. Et ma cible qui est mature, mon objectif évidemment c'est de travailler avec, si jamais c'est un prospect, il y a même de fortes chances qu'elle soit équipée, qu'elle soit à la concurrence, ou de la fidéliser si c'est un client. Vos contenus sont aussi des barrières de sortie pour vos clients. Et donc derrière, j'ai des catégories de contenu, didactique et simplifié. Il apprend, c'est vraiment, il vient d'arriver dans ce milieu-là, faut pas lui faire peur. Précis et thématique, il se renseigne. Il est en phase de réflexion, etc., il se renseigne. Expert, il connaît déjà, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas encore des choses à apprendre. Voilà le type d'éléments qu'on peut mettre en place. Ok, du coup, j'ai mon analyse de mon marché, je sais à qui je parle, je sais qui je suis. Et même cet exercice de plateforme de marque, j'en reparle, mais en tant que créateur d'entreprise, etc., c'est important d'avoir ce recul-là. Je sais comment je vais parler, je connais ma personnalité, je sais à quoi je vais ressembler. Ok, maintenant, il faut décliner des objectifs. Pourquoi? Parce qu'il faut monitorer toutes ces actions. La communication, c'est la partie créative. Le marketing, il y a une notion essentielle qui s'appelle le ROI. Pour 1 € investi, vous devez au moins en avoir 10 qui reviennent. Voilà, c'est toute la question de l'investissement. Alors, ok, le marketing, il faut investir pour un certain temps avant que ça revienne, mais c'est extrêmement important. Donc, chaque objectif, derrière, il y a des KPI. On peut avoir des objectifs quali ou quanti. Quali, développer un notoriété de marque, installer une image de marque, devenir la référence du marché, apparaître dans des classements, mettre en place un process marketing, sales, CSM, ce que je vous disais, comment est-ce que les choses tombent. Quanti, un nombre de leads entrants qualifiés par mois à transmettre, un nombre de démos par mois, communauté de personnes sur LinkedIn, sur Twitter, et pouvoir optimiser le ROI de nos événements, par exemple, et être capable de vraiment le calculer de manière différente. Ça sont des exemples d'objectifs. Les objectifs, il peut y en avoir autant que ce que vous voulez finalement, ça dépend de votre boîte, ça dépend de là où vous voulez arriver. On pourrait avoir un objectif, faire une levée de fonds, ce qui est le cas pour Wizet. Ok, donc on a nos objectifs. Maintenant qu'on a nos objectifs, il va falloir les décliner sur des plans stratégiques et sur des plans d'action. Alors, ces fameux plans. Le plan stratégique, il va permettre, en fait, c'est ce qui va permettre d'atteindre les objectifs qu'on a fixés avant. Je vous ai pas mis le plan stratégique de Wizali, parce que bon, il y a des docs qui sont un peu confidentiels, mais ça va être la liste de se dire, ok, il faut que je génère plus de leads, comment je fais? Il faut que j'ai plus de notoriété, comment je fais, etc. Donc vous allez avoir vos différents éléments. Cette strat, il faut la décliner en plan d'action. C'est-à-dire qu'il faut passer un moment du niveau stratégique au niveau opérationnel.
Donc, vous allez décliner en segments opérationnels votre stratégie. Et la dernière partie, qui est tellement importante, c'est votre calendrier. Vous allez publier des contenus. Si vous n'avez pas de calendrier, vous êtes mort. Ça va vous forcer à tenir le rythme, ça va vous forcer à vous organiser. Et c'est la méthodologie, ce que j'appelle du petit prince. Le petit prince, qu'est-ce qui se passe? Le renard lui dit, si tu viens à n'importe quelle heure, n'importe quand, je t'attendrai pas. Il faut que vous habituiez vos cibles à publier. Si tous les mardis vous publiez un article de blog, qui vende, qui neige que le mardi, vous publiez un article de blog. Parce que vous habituez les gens, parce que vous créez un rendez-vous, et parce que ça vous rend fiable. Si vous n'êtes pas fiable dans votre production de contenu, ça ne vous paraît pas comme ça, mais vous renvoyez l'image que vous n'êtes pas fiable. Bonjour. Que vous n'êtes pas fiable. Il y a un petit skater qui est rentré. Pour vous donner un exemple, imaginons n'imaginons pas, mais dans ma strat, j'ai généré plus de leads et développé la stratégie d'inbound marketing et la production de contenu. En termes d'action, ça a donné ça. Ce superbe tableau avec qu'est-ce que je veux faire pour développer ma stratégie de contenu. Je vais faire des posts sur Twitter, des posts LinkedIn, des posts LinkedIn sur un des fondateurs de la boîte. Je vais faire une newsletter, je vais faire des livres blancs, infographies, blog. Quand est-ce que je les fais? Je claque. Quels sont mes KPI associés? Toujours avoir des KPI, nombre de téléchargements, qualité des leads générés, taux d'ouverture, repost, conversion en visite site. On peut imaginer ce qu'on veut en KPI tant que ça fait sens par rapport à vos objectifs. Et les outils annexes, qu'est-ce que je vais mettre en place? Un template calendrier édito, newsletter intelligente, un type de brief pour infographie, article de blog, réunion édito, planning de publication. On a l'impression que le fait de faire tout ça, on se dit mais c'est un temps énorme, il faut mettre 6 mois avant de se lancer, etc. C'est pas vrai. Et après on va parler de comment est-ce qu'on accélère. C'est extrêmement important. Le fait de faire ça, ces briefs-là, ça va vous permettre de déléguer. Ça va vous permettre de faire bosser typiquement, moi Wizali, je suis data analyst. Les data analysts, ils sont beaucoup plus calés que moi, ils sont même calés tout court sur des sujets que moi je ne connais même pas, sur des mots que je ne comprends même pas. Donc c'est eux qui vont m'écrire ces articles de blog. C'est eux qui sont qualifiés pour. Moi je vais rajouter après ce que je sais faire, c'est-à-dire la touche créa, etc. Et je vais faire en sorte que ça matche avec le reste. Mais donc pour qu'ils fassent ça bien, pour me faire gagner du temps, je leur fais des templates et je leur qualifie les choses. Alors, inbound marketing basé sur le contenu. Quel type de contenu est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir, c'est pour ouvrir vos chakras, c'est pour vous donner des idées. Ce qu'on appelle des snack content, qui ont des forts potentiels de viralité, donc des formats courts visuels. On rebondit sur l'actualité, on a, je sais pas, le chiffre de la quinzaine, on a des verbatim, la campagne Tout le monde peut se tromper, c'est en l'occurrence pour Wizali, des infographies animées, enfin il peut se passer plein de trucs, au lieu de mettre, je sais pas, plus 12 nouveaux collaborateurs, bah, vous avez le 12 qui s'anime, enfin c'est des trucs, aujourd'hui on a des outils qui coûtent rien et qui existent pour faire ça hyper facilement sans faire du motion design avec une agence de créa. Des contenus sur les sujets de fond. Ça, c'est des contenus qui ont un vrai potentiel de référencement, qui vont être repris par des sites tiers, le Cercle des Échos, etc. Bref, vos articles de blog. Les contenus premium, ceux qui génèrent la saisie de formulaire. Cas client, livre blanc. Cas client, c'est hyper bien, ça rassure tellement. Cas client, livre blanc, infographie détaillée, des études, des tests. Ça dépend de ce que vous faites. Typiquement, on pourrait imaginer, on parlait de, je ne me rappelle plus du nom, mais de cette boîte qui utilise la chaleur... Voilà, la chaleur des porcs du coup pour les chauffer. On pourrait imaginer un petit jeu sur lequel on devine à votre avis combien produit d'énergie un porc, etc. Et bref, il y a des trucs à gagner. Enfin, quand on réfléchit un tout petit peu, on peut partir relativement loin et il n'y a pas un seul secteur qui n'est pas concerné. Tout le monde peut faire l'inbound. Donc des contenus sur l'actualité corporate de l'entreprise, actualité, vie interne, offre d'emploi, etc. Des contenus tiers, enfin bref, comment vous montrer que vous êtes sympa. Parce que ça va vous permettre de recruter, mais il y a plein de clients pour qui c'est important aussi cette partie humaine-là. Des contenus tiers avec une mise en contexte. Reprenez ce que les autres font, partagez-les, etc. Et valorisez vos notes. Par exemple, on est un tiers de confiance. On n'a pas de parti pris, ni avec les régies, ni rien du tout. Ce truc-là est hyper important. Je vois qu'il y a des portables qui sortent. Attendez, il y en a une dernière pour prendre la photo de la slide à la fin. Et donc, c'est hyper important pour nous d'être valorisés en tant que tiers de confiance. Je vous donne un exemple, sur ma précédente boîte Conviction RH, on était un cabinet indépendant, donc on communiquait jamais sur aucun éditeur. Mais en fait, finalement, au bout d'un moment, on a pris parti plutôt que de ne communiquer jamais sur aucun, de communiquer sur tous. Voilà, c'est une autre façon de gérer de l'indépendance. Et des contenus qui mettent en avant les clients, qui sont des ambassadeurs, qui rassurent les cibles, donc des portraits, des repartages d'informations clients, des cas clients, etc. Bref, vous mettez en valeur vos clients. Ok, on a nos bases.
Maintenant, on automatise. Le A de FAST, c'est l'automatisation. En inbound marketing, c'est ce qu'on appelle le marketing automation. Donc, là, je vous donne l'exemple de ce qu'on fait pour Isalie. À partir du moment où j'ai quelqu'un qui met le doigt dans la machine, il est attrapé. C'est-à-dire qu'il va télécharger par exemple un livre blanc. Ce livre blanc, je vais d'abord identifier comme étant un contenu pour des cibles qui sont moyennement matures et de début de phase d'achat. Hop, il y a un scénario qui, alors je ne vais pas dire qui se met en place, qui va se mettre en place, pas encore en place, mais il y a un scénario qui va se mettre en place où je vais lui envoyer régulièrement des contenus qui sont dans cet écosystème-là. Comme c'est intelligent, grâce à mon super outil Pledzi, P-L-E-Z-I, je le répète, je fais leur pub, grâce à ce super outil, je vais leur proposer en plus automatiquement des contenus qu'ils n'ont jamais lus. Donc pas de redondance. C'est ça la beauté de l'inbound marketing. Donc le marketing automation, ça vous fait gagner un temps, mais tellement dingue. Vous poussez le bon contenu à la bonne personne parce que vous avez exactement les bonnes informations et c'est votre outil qui bosse pour vous. Donc ça vaut tellement l'investissement. Automatiser n'est pas que pour le marketing automation. Globalement, dans votre vie de start-upper, d'étudiant, de patron de boîte, tout ce que vous pouvez automatiser, faites-le. Normalement, vous pouvez automatiser jusqu'à 80% de vos tâches quotidiennes et du coup avoir du temps sur plein d'autres trucs. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs là-dedans, ils en parlent à mort d'automatisation, il y a plein d'outils, il y a plein de trucs. Je répète, la 25e heure, voilà, achetez-le. Voilà, donc ça permet de vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un demande une démo, de quoi il a besoin, de quoi il a envie. Mais tout ça, vous le savez déjà, est-ce que vous avez fait vos personas? En fait, c'est vraiment un parcours où les éléments doivent se mettre en place de manière extrêmement logique. J'accélère un peu, il est 19h30, j'ai encore combien de temps? Comme tu veux. Ça peut durer longtemps. Non, j'ai accéléré. Dans les grandes lignes, ce qui est important, c'est que tout ce que je suis en train de vous dire, vous tapez inbound marketing, vous allez sur les blogs justement de Pledzi, de HubSpot, d'agences spécialisées inbound marketing comme Winbound. Vous retrouvez en fait en détail. Là, je vous ouvre des portes, mais je ne peux pas rentrer dedans parce qu'on n'a pas le temps. Mais du coup, si ça vous intéresse, le net regorge de trucs qui sont démentiels et qui permettent de creuser chacun des sujets. On est très macro, mais chacun des sujets de manière micro. Ok, ensuite, speed. Tout ce que je vous présente là, on se dit, ok, c'est hyper lent, c'est hyper compliqué, l'inbound marketing, il faut 6 personnes pour le mettre en place, et puis à peu près 3 ans et demi pour se lancer. C'est pas vrai, parce que aujourd'hui, on est dans un incubateur de start-up. Le mot-clé pour une start-up, c'est l'accélération. C'est tout l'objet de la start-up. La start-up, elle va vite, elle accélère. Et aller vite, ça veut dire que des fois, on se plante, mais ça veut surtout dire qu'on apprend à être super efficace. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, comment est-ce qu'on speed les choses? Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut recruter. Il faut avoir quelqu'un qui va vous gérer un peu votre market et votre contenu. Et si vous ne pouvez pas recruter, vous externalisez. Il faut accepter que tout ça ne se fait pas nécessairement que tout seul. Parce que tout seul, on n'a pas forcément le recul. Parce que tout seul, on n'a pas forcément les moyens en termes de temps et humain. Et puis qu'on peut avoir plein d'autres choses à gérer. Et alors on va se dire, ouais, mais il faut du budget, etc. C'est pas vrai. Je vous donne un exemple. Il y a une boîte qui m'a contactée il y a un mois en me disant, qui fait un truc que je trouve hyper malin. Ils m'ont dit, voilà, on n'a pas les moyens de se payer des sociétés de conseil, mais on est complètement en train de se restructurer. Et du coup, on cherche des gens qui vont être un peu des parrains sur les différents postes qu'on est en train de restructurer et qui vont nous accompagner. Et ils m'ont fait l'honneur de me demander d'être la marraine de leur nouvelle responsable marketing en me disant, voilà, il faut qu'on lance plein de trucs, on est en train de refaire notre charte édito, notre charte graphique. On ne sait pas par où commencer, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas faire, mais c'est une boîte qui fait qui a des séminaires de gamification, etc., qui propose des serious games et tout ça, et toi, t'interviens sur ces sujets-là, et en plus, t'as un background jeu vidéo, donc ce serait bien. Ça, par exemple, c'est un moyen hyper smart de, en payant, finalement, en investissant très peu financièrement, d'avoir des échanges, etc. Et puis moi, le fait de faire ça pour eux, ça me questionne énormément sur ce que je fais, ça me questionne sur mes pratiques, ça me force à rester un peu up-to-date, etc. Donc, ça ne veut pas forcément dire dépenser des 1000 et des 100. Ensuite, accélérer, ça veut dire accepter que ce ne soit pas parfait. Et ça, on va revenir dessus. Et ça veut dire déléguer. Alors, quand je vous dis accepter que ce ne soit pas parfait, c'est la 20-80 rule. C'est-à-dire que bien souvent, 20% d'investissement permet d'avoir 80% de résultats. On a tendance à croire que plus on... Je vois des gens qui se check, genre je te l'avais dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est pour ça qu'il y a un cône. Là, on a 80% de la glace.
Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, à pas se mentir, enfin, personne n'achète juste un cône, ou alors dénoncez-vous. Ce qui est intéressant, c'est les 20% qui manquent, en fait. C'est le haut de la glace. Et hyper souvent, on veut un truc qui est parfait. Et le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et je vous dis ça, je pense que vous avez la plus grosse contrôle fric sur ces sujets-là, c'est-à-dire que je suis extrêmement exigeante avec moi-même, avec mes équipes, complètement perfectionniste. Et du coup, je me suis fait l'exercice, cette presse, elle a été faite avec la règle du 20-80. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont pas parfaits, qu'il y a des fois des sauts de police, ou des trucs qui sont pas alignés, tout ça. Mais par contre, c'était important pour moi d'arriver à schématiser les choses qui devaient être schématisées. Donc j'ai passé du temps là-dessus, plus que sur d'autres choses. Parce que je voulais pas vous parler d'un truc que j'appliquais pas. C'est hyper facile de dire faut faire comme ça, et puis en fait, voilà, faites ce que je fais, mais faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc je l'ai fait. Et donc c'est 20% d'effort pour 80% de résultats. C'est hyper important pour se lancer. C'est hyper important typiquement quand vous faites un MVP, donc un minimum viable product dans une startup. C'est ce qui va vous permettre de hyper facilement passer en production. Et donc d'avoir hyper rapidement en fait, des feedbacks de vos clients, de vos cibles, et là de pouvoir commencer de bosser de manière itérative. Ça veut dire quoi bosser de manière itérative? C'est ce qu'on appelle l'agilité, la méthode de Scrum. C'est le fait de dire, on prend une grosse tâche, on la décortique en plein de petits bouts, on fait ces petits bouts, et à chaque fois qu'on fait un petit bout, on le teste. Et si ça marche pas, on revient, on recommence, etc. Et ce truc-là, c'est magique. Mais quand je dis c'est magique, c'est vraiment magique. Typiquement, vous sortez un site web, truc classique, vous briefez votre agence ou votre indep ou machin, etc. Il vous fait le site web, vous ne le voyez pas pendant 3 mois, il ressort avec un truc qui ne ressemble absolument pas à ce que vous vouliez. Ou alors, qui ne ressemble plus à ce dont vous avez besoin. Ou alors, pourquoi? Parce qu'il s'est passé 3 mois, il y a eu un cycle en V, vous n'avez pas vu le truc sortir. Si vous aviez testé chaque fonctionnalité au fur et à mesure, si vous aviez fonctionné de manière itérative, votre site il serait sorti plus rapidement et pile comme vous vouliez. Vous auriez gagné du temps, de l'argent. Voilà. Et donc c'est ça, bosser de manière itérative, c'est faire en fait ce jeu-là. Je vous donne un exemple de ce que peut être le 20-80 rule. Hop, check. Normalement j'ai laissé là-haut. J'avais un livre blanc. Faire un livre blanc, c'est une vingtaine de pages de contenu, c'est du temps passé à réfléchir, etc. Mais une fois que vous avez fait ça, mais c'est la Bible, parce que votre vingtaine de pages, vous allez pouvoir la découper. Vous avez fait des schémas dedans. Un schéma devient un post réseaux sociaux à part entière. Vous avez développé des concepts, vous avez sorti des stats, parce qu'il faut toujours sourcer, etc. Bim, post réseaux sociaux. C'est ça, en fait. Vous allez passer, plutôt que de faire tous vos posts réseaux sociaux différents, vos trucs, vos machins, etc. et de lancer, mais finalement, c'est pas des choses qui vont vous générer du remplissage de formulaire, parce que c'est pas un contenu premium. Vous démarrez par vos 20%, c'est-à-dire votre contenu premium. Et là, vous avez de quoi alimenter le marché, et après vous ferez les 80% restants sur tout le reste. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps, donc il faut y aller, il faut impacter directement les choses. Ok, bon, on a parlé de beaucoup de trucs. Du coup, je vais juste... excusez-moi, je vérifie juste là. Très bien. Vous dites, ok, elle est mignonne, elle nous parle de 150 000 trucs, on a la tête comme un chou-fleur. Mais du coup, concrètement, maintenant, je fais quoi? La première chose à faire, si vous êtes convaincu, je pense que c'est de commencer à regarder ce que font les outils d'inbound marketing et en quoi ils sont pertinents. Je suis méga convaincue par Pledzi, vous l'avez compris. Moi, ils m'ont appris ce que c'était que l'inbound marketing. C'est une boîte qui est humaine à un degré qui est inimaginable. Et en plus de ça, sans eux, je ne ferais pas mon métier de la manière dont je le fais. Et je le ferais pas... J'ai l'audace de penser que je le fais pas trop mal. En tout cas, c'est clair et net que sans eux, je le ferais pas du tout aussi bien que ce que je le fais aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un outil qui est parfait, c'est un outil qui est parfait pour des PME, TPE, start-up, etc. Rien que pour leur contenu, ils sont fous. Benchmarker ailleurs, parce que justement, l'idée c'est que vous verrez que vous serez quand même convaincu probablement qu'il faut utiliser Pledzi. Mais bref, faites un choix d'outils d'inbound marketing. Et une fois que vous avez fait ça, il faut se lancer dans des sujets de templatisation. Parce que du coup, comme vous allez automatiser, il va falloir créer vos modèles sur toutes les différentes choses. Donc vous allez faire des templates d'email, vous allez faire des templates de landing page. Normalement, les outils inbound, hop, vous faites du drag and drop, vous n'avez pas besoin de coder. Vous allez faire donc, vos landing pages, vous allez peut-être faire évoluer vos sites web, vous allez créer vos premiers contenus. Vous allez les scorer, vous allez mettre votre truc pour dire « Ah ok, à tel moment, j'estime que mon lead il est assez mature pour basculer sur mes commerciaux. »
Vous allez pousser vos bases de données, donc vous allez probablement passer un petit peu de temps à nettoyer vos bases de données, ça c'est la partie la plus pourrie de tout sujet. Le nettoyage de bases de données, c'est juste l'enfer fait données. Et du coup, une fois que vous avez vos bases, vous allez pouvoir les activer, c'est-à-dire que vous avez des contenus qui vont tourner, etc. Pendant que votre livre blanc il est téléchargé, que vous faites d'autres trucs, les gens se baladent, il se passe des choses, donc vous chopez leur email, donc ensuite ils se promènent, donc vous pouvez analyser. Vous allez du coup communiquer sur les réseaux sociaux. Si vous faites juste votre site à vous, votre site c'est votre coffre-fort, vous gardez tout dedans, ce que je vous disais c'est très important. Mais après par contre il faut arroser tous les réseaux du monde, il faut y aller à balle, il faut qu'on vous voit partout. Il faut que vous soyez présent sur tous les points de friction avec le parcours d'achat de votre consommateur. Parce qu'à force, il a un temps d'attention qui est tellement réduit que si vous voit qu'une fois, c'est mort. Vous faites un livre blanc, vous communiquez une fois dessus sur LinkedIn, et vous dites ah non, surtout je continue pas parce que je le fais pas, sinon ça va les sous. Alors évidemment, si vous leur envoyez un message tous les jours pour dire hey, t'as téléchargé mon livre blanc, ils vont vous buter, ça c'est clair et net. Et ça va pas marcher et c'est plus de l'inbound. Mais il faut savoir leur envoyer au bon moment, mais plusieurs fois pour imprégner. La notion de répétition, elle est importante. Donc vous multipliez vraiment les points de contact. Comment ça se traduit ? Je vous ai présenté très rapidement la charte graphique Wizali, des codes couleurs, des idées, des trucs, etc. Voilà, typiquement, ça s'est traduit par exemple par ça. Publication réseaux sociaux. Moi j'ai des enjeux de communiquer sur mon produit. Ok, 79% des utilisateurs, blablabla, las clic. En gros, sur mon produit, je vais avoir quoi ? Je vais avoir des stats et je vais présenter mon produit, donc c'est un outil, donc j'ai besoin de le montrer. Hop, ça c'est mes coms de déclinaison de ma charte graphique. On retrouve mon dégradé, on retrouve mes chiffres clés, on retrouve mon W, on retrouve mes couleurs. Tout ce que je vous ai expliqué sur ma déclinaison, c'est là. Ensuite, j'ai poussé du contenu. Forcément, Wizali, inbound marketing, je vais en faire un bal. Qu'est-ce que j'ai poussé comme contenu ? Des livres blancs, je veux que les gens téléchargent. Des articles, voilà à quoi ça ressemble. Et les gens, ils vont s'habituer. C'est pareil, c'est comme leur art. À force de voir ce truc, maintenant, quand on voit ça, ce rectangle-là, on se dit ah ouais, c'est Wizali. Mes clients savent que c'est Wizali. Ce bleu dégradé, c'est Wizali. Demain, il faut que le W, ça devienne la virgule de Nike. On voit juste le W, on dit ah ouais, c'est Wizali. Ok. Mes événements, comment est-ce que je fais quand je vais sur un salon ? Comment est-ce que je fais quand je co-brande, par exemple, un événement ? La partie corpo, comment est-ce que je pousse mes offres d'emploi ? Et ma partie client, comment je mets en avant Nover Team. C'est juste un exemple pour le truc. Évidemment, Red Bull n'est pas client chez nous, je vous le dis parce que c'est filmé. C'est pas vrai, Red Bull n'est pas client chez nous. Red Bull n'a jamais dit ça sur nous, mais c'est pour vous donner un exemple. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà comment ça se décline. J'ai pas besoin de communiquer sur plus. J'ai mes templates qui sont prêts maintenant. Tchac, 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 je peux faire tomber de la com, j'ai un planning édito, c'est bon. Ok. Mais en fait, ça c'est sur mes réseaux sociaux, mais est-ce que j'ai tous mes contacts et toute ma base de données qui me suit sur LinkedIn ? Il y a des chances que non. Du coup, je vais leur envoyer par email mon livre blanc. Alors, je leur fais un email, hop, on voit pas là, mais le tramé, c'est W de Wizali. Devil is in the detail. On retrouve ça. Hop, pouf, je pousse mon email pour que les gens téléchargent mon livre blanc. Mes communications sur les réseaux sociaux avec différents formats, parce qu'évidemment, selon les réseaux sociaux, on n'a pas les mêmes choses, c'est des liens, pas des liens, etc. Et ma landing page, à quoi ça va ressembler. Et là, tout du long, on retrouve le même univers, on retrouve le même champ sémantique, on retrouve les mêmes idées. Donc la personne est exposée aux mêmes choses. Sur mon site web, hop, j'ai un call to action pour que les gens téléchargent. Si ça se trouve, ils connaissent déjà Wizali, ils vont direct. Voilà. Et pour ma partie blog référencement, je remets mon livre blanc accessible sur ma partie blog. Voilà comment ça se décline. Autre exemple, je fais des webinars, hop, typiquement, tous les webinars vont ressembler à ça chez Wizali. On retrouve les mêmes idées, on retrouve les mêmes codes, mais déclinés avec info de participation, machin, etc. Ok. Voilà comment on fait aujourd'hui chez Wizali. Très rapidement, Conviction RH, c'était ce cabinet de conseil. Eux, c'était un cas qui était complètement différent, mais c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs choses. Ils avaient pas mal de contenu, mais qui était donné avec des formulaires où souvent soit vous remplissez pas le formulaire, vous avez directement le livre blanc, le contenu premium, ou alors le formulaire aboutissait à l'envoi d'un email dans une obscure boîte de contact, et en fait il n'y avait pas de pilotage derrière, il n'y avait rien. Quand on a fait la première campagne, quand on a vraiment travaillé sur l'inbound marketing avec eux et avec Pledzi, la première étape, et ce que m'a fait faire Pledzi, et ça je ne les remercierai jamais assez, c'est que le fait d'avoir un outil, ça vous force à vous poser toutes les questions auxquelles vous ne voulez jamais répondre. Comment vous segmentez, comment vous faites ci, c'est quoi les process pour ça, etc. Et ça paraît hyper lourd, hyper pénible, mais en fait c'est ça qui va vous permettre de filer droit après. Et bref, tout ça pour dire qu'après la première vraie campagne de Conviction RH, et ça c'est un cas client qui est téléchargeable, c'est un extrait d'un cas client qui est téléchargeable sur le site de Pledzi. Donc
ça date de 2015-2016. Bon, vous avez super citation, c'est un screen du cas client, c'est pour ça que je n'ai pas caché. Voilà, d'ailleurs c'est exactement, je suis cohérente, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en gros, on s'est retrouvé avec plus 70% de followers Twitter, plus 65% de visiteurs, plus 32% de followers LinkedIn, 120% de visiteurs en plus sur LinkedIn, 7% de visiteurs sur le site web, donc ça faisait 23 169 visiteurs uniques sur 7 mois, alors qu'on avait arrêté les campagnes AdWords et que les campagnes AdWords généraient 20% du trafic. On va me dire pourquoi elle a arrêté les campagnes AdWords. Parce que quand je suis arrivée chez Conviction RH, j'ai eu la volonté de faire brique par brique pour construire le mur complet. Et donc on a shut down un certain nombre de choses pour pouvoir le reconstruire bien et ne garder que ce qui était vraiment générateur de ROI et ce qu'on était vraiment capable de piloter. Step by step, c'est hyper important. Ce que je vous ai bossé de manière itérative. 48% de lecteurs par article de blog en plus. Ça fait en gros 208 lecteurs en moyenne par article. 400 téléchargements de contenu, donc 75% par des clients, prospects ou suspects, donc en gros 75% qualifiés. Parce que pareil, des fois vous avez plein de téléchargements de contenu de gens qui ne sont pas du tout qualifiés, ça ne vous intéresse pas. Voilà, donc plus 1500 visiteurs uniques sur Conviction RH en 7 mois et plus de 400 téléchargements, ça c'est en fait j'ai mis 2 fois le même truc. Donc voilà les résultats chez Conviction RH. Tout ça pour dire que ça marche. Pourquoi je ne vous fais pas cette slide-là sur Wizali? Parce que Wizali, on lance les choses, on a fait toute cette phase de structuration, etc. On lance les choses. Mais c'est pour vous dire que ça fonctionne vraiment. Et un des facteurs qui a permis à Conviction RH d'avoir ces 35% de croissance annuelle pendant tout ce temps, c'est ça. Et ça a été au fur et à mesure. Au début, il n'y avait que moi. Après, il y a eu j'ai eu un alternant. Après, on a pris des agences pour travailler, etc. Et aujourd'hui, il y a un vrai pôle marketing. On n'a pas démarré avec 150 000 personnes. J'étais responsable marketing là-bas, mais responsable marketing de moi-même. Donc c'est important de se dire qu'avec très peu de moyens... Pardon, je me suis coupée. Avec très peu de moyens, on peut vraiment arriver à faire des choses. Ouais. Comment on fait? Parce que on a 1500 visiteurs uniques par mois. Moi je suis dans l'industrie, je pense à Christophe également. Il n'y a peut-être pas 1500 personnes à être intéressées par ce sujet-là, à aller par mois sur les réseaux, donc la puissance de feu qu'on va déployer devant, parce que c'est énormément de boulot. Comment est-ce qu'on peut imaginer l'impact pour justement savoir que ça a vraiment un intérêt que d'y aller? Il faut connaître son marché. Moi, typiquement, le marché Wizali, c'est 1500 boîtes en France. Voilà. C'est 1500 entreprises. Donc c'est très peu, finalement. Je sais que mon marché il est aux États-Unis, mais je partirai à l'international plus tard. Pour l'instant, je suis en France. Donc j'ai 1500 personnes. Ça veut dire que mes KPI ne sont pas les mêmes. Forcément, mes KPI sur Wizali ne sont pas les mêmes que sur Conviction RH. J'en ai un exemple, un livre blanc Conviction RH. Quand au bout de 6 mois, on avait 400, 500, 600 téléchargements, on se disait ah ouais, ok, on est content. Un livre blanc chez Wizali, quand je commence à avoir 50, 60 téléchargements, je suis hyper contente. Et quand je dis téléchargement, c'est téléchargement qualifié. En fait, il faut réussir à mettre ce truc-là. Tout dépend du panier moyen, tout dépend des cibles. Il y a des boîtes, un client, ça représente 35 000 €. D'autres, il va falloir 15 clients pour arriver à ce montant-là. Et du coup, c'est là où il faut monitorer les efforts et se dire que, en fait, on s'en fout du volume. Le volume, c'est juste un chiffre, mais c'est un chiffre qu'il faut mettre en perspective avec votre business. Du coup, c'est à vous d'évaluer à partir de combien de personnes ça va devenir rentable, à partir de combien de leads générés ça va devenir rentable, et en fonction de ce que vous faites du coup dans l'industrie, de mettre en place ces trucs-là. Ça, c'est dans toute la partie en amont de réflexion de ces objectifs et de mise en place de ces KPI. J'ai répondu à la question? Oui, ouais. D'accord, on peut après en reparler sur la fin si je suis passée un peu à côté. Je me dépêche de finir, parce que même moi je fatigue, comme vous voyez, je ne réponds plus complètement aux questions. Dans les grandes lignes, la potion magique de l'inbound. 1, c'est prendre le temps de la réflexion sur l'identité de son entreprise. Qui vous êtes, où vous allez. C'est quand même très important, déjà dans la vie en général, et puis pour son business aussi, et puis pour embarquer les gens avec soi. Ça c'est extrêmement, extrêmement important. Être ambitieux mais réaliste. Je pense qu'il faut être ambitieux, je pense qu'il faut rêver, je pense que si on ne fait pas ça, on a un quotidien professionnel qui est extrêmement triste, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir les pieds sur terre. Donc
Je vous donne un exemple, moi j'ai un rêve absolu sur mon type de contenu et sur mes livres blancs qui deviennent des livres blancs à réalité augmentée, où on a quand même l'outil papier mais il se passe des trucs quand on est sur son smartphone en même temps, où je vends du rêve absolu à mes cibles. Ça c'est ma cible, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Il y a des chances que je puisse le faire que d'ici 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être que je le fasse jamais. En attendant, j'ai commencé par un livre blanc classique, avec du contenu pertinent, etc. C'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est toujours se projeter plus loin, se dépasser. Si on se met des freins tout seul, on n'y arrivera pas. Il y a tellement de gens autour de nous qui sont déjà là pour nous mettre des freins. Si nous, on s'en met nous-mêmes, c'est compliqué. Mais par contre, il faut être réaliste sur ce qu'on peut faire en termes de temps, en termes d'investissement et sur les capacités de notre entreprise. Donc ça, c'est important, de trouver cet équilibre-là. Donc le 20 au 80 et travailler de manière itérative, ça je pense que c'est même plus que c'est important, c'est que c'est une vraie façon de réussir et c'est une façon de penser qui est peut-être un peu différente de ce qu'on nous apprend en général, mais en fait c'est un gain d'efficacité qui est démentiel et on se rend compte que il y a plein de détails, de trucs sur lesquels on passe vachement de temps et ça sert à rien et on n'aurait pas dû et on perd une grosse partie de l'impact. Se lancer. Ça paraît con, mais en fait, finalement, il faut y aller, quoi. Et ça, c'est hyper important de se dire, en fait, j'ai pas peur. Et j'y vais. Et ça implique se lancer, ça implique d'accepter complètement l'échec. Et je pense que là, forcément, je vends du rêve, j'explique comment ça a trop marché, etc. Le nombre de bâches que je me suis prise, le nombre d'articles que j'ai écrits qui finalement n'ont pas eu le succès escompté, qu'il a fallu que je retravaille, le nombre de fois où on m'a dit non, on fera pas ça parce que c'est pas ceci, c'est pas cela, etc. Il faut accepter de se planter. Mais par contre, à partir du moment où on s'est planté, on accepte de très vite retirer ce sur quoi on s'est planté. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la capacité de killer très très vite ce qui marche pas. Cet article-là marche pas, ce type de contenu ne marche pas pour la cible à laquelle je dégage. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai essayé. Maintenant, je sais que ça marche pas. Donc, je recommencerai pas. Et la dernière partie, la webcam a rendu là, n'auront pas la conclusion sur l'enregistrement, j'ai trop parlé, même elle a fait la censure. Même la GoPro dit j'en peux plus, achevez là. Ne rien s'interdire. Je crois que c'est essentiel ce que je disais, de pas se limiter, de pas se dire ah ouais mais je suis sur un secteur où en fait non, ah ouais mais ça mais non, etc. Si on n'est pas dans la culture de la solution à notre échelle, ça me déprime sur le monde dans lequel on est. Et je crois que on est dans un monde quand même qui va pas très très bien, je trouve, où il se passe beaucoup de choses, où c'est extrêmement compliqué, où en tant qu'individu, on se pose des questions sur où on est, où on va, et en tant que créateur d'entreprise, en tant que personnes qui ont des budgets, qui ont un impact sur l'économie, réfléchir à ça, continuer à rêver, le pousser, avoir des convictions, faire du marketing plus sympa pour nos clients et remettre de l'humain dans tout ça, je pense que c'est à minima une très belle victoire perso et c'est une façon de changer le monde dans lequel on est et qu'on a cet impact à notre échelle. Voilà, donc ça, c'était pour vous en reparler, mais en fait on en a déjà parlé. Merci beaucoup, j'espère avoir été claire et pas m'être perdue dans le fil de mes pensées. Il y a à peu près 8 millions de choses que j'aurais voulu vous dire d'autres. N'hésitez pas, Fanny Bourdon-Bar, à me rajouter sur LinkedIn, à me parler après cette conf, quand moi je me serai enfin tue, pour me poser vos questions, continuer à échanger. J'espère que vous mettrez en place une demande marketing dans vos boîtes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour m'en parler parce que je pense que c'est juste la plus belle récompense que je pourrais avoir. Et puis je vous souhaite une très belle soirée et vous remercie pour la qualité de votre écoute.